bom dia a todos. Aqui estou com um prazer enorme de receber hoje nosso ciclo de entrevistas o professor Benjamin Moyar, da Université Paris-Cergy, por ter uma conversa, né, com a gente sobre esses tempos tão inéditos que o Complexo de Formação tem trabalhado e tem discutido. Bonjour, professeur Benjamin Moyar. C'est un plaisir d'être ici avec nous pour parler. Ces moments, c'est les moyens qu'on a pour être un peu plus proches et pour pouvoir discuter des choses qui nous touchent et touchent à tous, je pense, pas seulement au Brésil, mais au Brésil particulièrement, comme vous devez suivre. Bon, votre présentation, on a fait au départ, donc, mais l'idée aujourd'hui, c'est un peu dans ce thème de l'école, l'université publique et les problèmes de formation d'enseignants. Mais une première question qu'on voulait poser, c'est dans ce monde d'aujourd'hui. Bon, d'abord, je vais être très informelle avec le professeur Benjamin Moyar parce qu'autrement, on ne va pas pouvoir faire l'entretien. On se connaît déjà, donc si vous me permettez, Benjamin, je vais te tutoyer au long de l'entretien. Je sais que c'est un peu informel dans ce cadre, mais je me sens plus à l'aise. Bon. Pas de problème. Nous sommes en train de vivre donc des temps très difficiles et nous, ici au Brésil, peut-être plus particulièrement, parce que s'ajoute en plus de la crise sanitaire une crise politique très grave. Mais ce qui nous intéresse, c'est un peu entendre et savoir plus dans d'autres pays, et en l'occurrence en France, comment en France, vous, chercheurs, sont en train de réfléchir sur les effets de ces temps inédits, de cette crise sanitaire surtout, pour la réflexion sur le sens de l'école et de l'école publique surtout. Je crois effectivement, merci d'abord beaucoup pour cette invitation parce que je suis très heureux de pouvoir participer à ce programme. Donc merci beaucoup de l'invitation. Sur ce qui se passe en France et puis je crois même plus généralement en Europe, on retrouve des choses qui sont assez similaires. C'est ce que tu as dit, c'est que d'abord la crise sanitaire est un révélateur. C'est le révélateur de plusieurs choses. La première chose, c'est le fait qu'on a des inégalités sociales fortes. Et tu sais qu'en France, on est un pays qui a eu le mérite d'avoir un développement de son école publique pendant très longtemps, très dynamique. Et puis, depuis les années 2000, on est plus en difficulté. On est un des pays d'Europe où les inégalités se creusent le plus. Donc, on a très concrètement un système éducatif qui continue de très bien former les meilleurs et on est parmi les meilleurs dans les classements internationaux sur la formation des élèves sur des filières dites d'excellence. Mais on a de plus en plus d'élèves qui sont plutôt en difficulté, voire très en difficulté, et on arrive de moins en moins à les faire réussir. Et il y a même autre chose, c'est que l'écart entre les deux est de plus en plus fort. Et la crise sanitaire a vraiment mis l'accent sur le fait qu'on avait des territoires qui concentraient des élèves en très grande difficulté parce que sur ces territoires-là, beaucoup n'ont pas réussi à raccrocher l'école pendant la crise sanitaire. C'est-à-dire qu'on a eu des niveaux de décrochage scolaire qui ont été très élevés pendant cette crise-là. On a essayé de mettre en place des choses au niveau numérique de continuité pédagogique, pas pour refaire l'école, mais juste de continuité. Et on s'est bien rendu compte que dans les quartiers populaires, cette continuité était très difficile. Alors pour plusieurs raisons. D'abord pour des raisons techniques, parce qu'un certain nombre de familles n'étaient pas équipées techniquement suffisamment, avec un ordinateur, avec Internet parfois, pour que ça puisse satisfaire à la continuité pédagogique. Pour des raisons aussi plus liées à des cultures familiales assez éloignées de l'école et les informations qui étaient liées à tout ça circulaient assez peu. Donc et puis sans doute aussi parce que parfois dans certains quartiers les enseignants ont été logiques, ça a pris du temps et on sait qu'avec les élèves les plus éloignés de la culture de l'école, ça a pris plus de temps qu'ailleurs. Donc la crise, nous, tu vois, il y a déjà cet aspect. Et il y a peut-être juste rapidement un deuxième aspect qui est important,
c'est aussi que cette crise, elle a montré que enseigner était un métier, et un métier qui s'apprenait et que c'était un vrai métier. Et en France, il y a eu un petit peu un focus par rapport à ça, parce que le métier d'enseignant était assez dévalorisé ou était en train de se dévaloriser. On disait oui, faire l'école, quelque chose d'assez simple finalement, assez peu reconnu symboliquement, politiquement. Et puis là, quand des familles entières, et surtout des familles de cadres supérieurs, se sont retrouvées à devoir faire l'école à leurs enfants, se sont rendus compte que faire l'école, c'était pas si simple que ça, et que c'était bel et bien un métier. Donc j'ai envie de te dire, les deux choses qu'on a retenues, qu'on peut retenir de plus fort, c'est ces deux aspects-là. Un, la révélation des inégalités scolaires, et deux, le fait que être enseignant, c'est un métier qui s'apprend. Super. C'est très intéressant, Benjamin, parce qu'ici, bon, d'abord, et je crois que ce que tu dis là, je dirais que c'est le coup fatal d'un mythe de l'école républicaine française qui, ici au Brésil, c'est un modèle. À l'école républicaine française, laïque, démocratique, bon. C'est clair que depuis quelques années, même tes travaux montrent ça, que cette école républicaine, elle a beaucoup de points forts, mais elle a aussi beaucoup de fragilité, justement, en ce qui concerne sa capacité d'une école ouverte à tous, à toutes les classes, à toutes les cultures, enfin. Et donc, ce que tu nous dis, c'est que la pandémie, quelque part, elle a montré plus fortement je ne sais pas si c'est des failles, mais ces fragilités d'une école républicaine qui se veut démocratique et qui se veut pour tous. Ici au Brésil, ça montre d'une façon frappante cette inégalité sans avoir les mythes de l'école républicaine. Donc, vous pouvez imaginer en France qu'ici, pour nous, cette inégalité, elle nous sort d'une façon cruelle et incroyablement injuste, sûr qui est, comme tu as dit aussi, tous les élèves dans des territoires populaires ici sont en train de ne pas avoir aucun accès, par exemple, numérique, mais justement, en plus, c'est pas seulement l'accès, c'est l'accès pas seulement à l'Internet, c'est aussi l'accès à des équipements. Enfin, et une politique qui ne veut pas regarder ça. Hier, j'ai eu des entretiens avec des directrices d'école publique, c'est affreux, tu vois. Ils ont pas les moyens d'atteindre ces élèves. Bon. Et le deuxième point, c'est extraordinaire parce qu'ici aussi, s'il y a un bilan positif de cette crise, c'est justement que notre métier on commence ici on rigolait quand on disait qui va inventer la vaccine des virus, ce sont les parents parce qu'ils ne supportent plus avoir les élèves à la maison et donc ils ne savent pas quoi faire avec, c'est de là, ils ne vont pas attendre les scientifiques les découvrir le vaccin. Et donc c'est vrai que le métier d'enseignant dans tout ça, ça sort bénéficier, je ne sais pas, mais c'est ce qui est intéressant, Benjamin, c'est que pour nous, si vous parlez de dévalorisation de profs, pour nous, il faut mettre puissance 10 tout ça, hein, parce que les profs ici sont déjà, les conditions de salaire comparées, enfin. Oui, tout à fait. C'est intéressant, donc je pense que là, on a un bon point de départ pour commencer à penser sur deux base, deux axes de réflexion. Le premier, peut-être, c'est justement sur l'école. Hein. Toi, tu es un chercheur qui depuis longtemps dans ta trajectoire, je crois que tu continues, même si tu fais des réorientations. L'école, c'était toujours central dans tes pensées. Hein. L'école, et surtout les décrocheurs, les élèves avec difficulté, bref, tu as été toujours axé un peu sur ça. Je me rappelle d'avoir eu l'opportunité de s'entretenir avec toi où tu parlais surtout de cette fonction sociale de l'école et un peu cette tension entre massification et démocratisation. Donc, quelque part, tu as déjà un peu parlé de ça, mais ce sera sympa si tu peux exploiter un peu ça dans cette fonction politique, sociale de l'école, parce que dans ta réponse antérieure, tu as parlé de choses peut-être qui vont ensemble dans cette réflexion des fonctions sociales, c'est-à-dire à la fois combattre les inégalités scolaires, mais aussi affirmer le métier de prof. C'est des choses que... Comment tu vois ça, Benjamin, maintenant que toi, tu es quelqu'un qui tu as parlé déjà d'un problème plus sérieux, c'est le décrochage augmenté ici aussi. Mais est-ce qu'on peut penser dans ces moments, on parle beaucoup de réinvention de l'école, je trouve ces mots, j'ai mis cette expression, mais j'ai un peu peur de cette expression, parce que réinventer l'école, ça ouvre aussi pour beaucoup de possibilités.
ici au Brésil pour l'avancée de l'école des industries privées, des entreprises privées qui veulent privatiser tous les systèmes publics. Je pense que vous n'avez pas ces problèmes-là, c'est un problème très brésilien, la privatisation, la fin de tout ce qui est public. Mais comment vous voyez la possibilité d'une réinvention de la fonction de l'école à partir de ce qu'on appelle que c'est un nouveau normal, bref, dans ces contextes qui c'est très incertain et qui nous impulsionnent, qui nous poussent, qui nous interpellent à réfléchir sur l'école et sur sa fonction. Moi, je crois peut-être une réaction en plusieurs temps. D'abord, nous aussi en France, on entend ce petit slogan de la réinvention de l'école et du fait de dire cette crise va nous permettre d'aller de l'avant. Notre ministre de l'Éducation. J'ai un problème de connexion, Benjamin. Ça a coupé. Tu as congelé. On a perdu Benjamin. Apprenante, mais aussi une société apprenante. Benjamin, tu peux répéter parce qu'on t'entend un peu mal là. C'est pas grave qu'après on coupe ça. D'accord. On a eu pendant la crise ce discours un peu aussi en France du ministre de l'Éducation nationale sur une école apprenante qui devenait devenir une société apprenante. C'est-à-dire qu'un discours sur aussi on va inventer l'école d'après et ce sera plus seulement l'école et ce sera toute la société qui fera apprendre aux élèves et aux enfants. Bon, tout ça est un discours moi qui me semble un peu naïf, un peu simpliste aussi, parce que l'école, tu l'as dit, c'est d'abord et avant tout aussi une institution qui a un rôle de socialisation. Et ça, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire comme si tout le monde pouvait faire l'école. C'est pas faire l'école qui est important, c'est être à l'école, c'est travailler à l'école, c'est être socialisé à l'école, c'est comment une institution va créer du lien dans une société démocratique. Et c'est pour ça que l'école est un enjeu qui est profondément démocratique. Si l'on n'est pas en démocratie, on n'a pas besoin d'école. Et si l'on n'est pas en démocratie, on peut avoir très envie d'attaquer l'école parce que c'est un levier qui n'est pas parfait, loin de là, qui a des vraies limites, mais c'est malgré tout un levier extrêmement puissant pour porter non seulement une forme d'émancipation par le savoir, mais aussi une culture commune, des références communes, quelque chose qui fasse sens pour l'ensemble d'une communauté nationale en l'occurrence. Donc, l'école, par rapport à ça et la période que l'on traverse, il me semble que c'est important de rappeler que l'école est une institution. Et qu'elle est une institution, ça veut dire qu'elle a une fonction sociale et que cette fonction sociale, c'est celle de faire apprendre, c'est celle de socialiser. Alors, c'est celle aussi de trier les élèves. De fait, il y a une fonction qui est celle de trier les élèves par le diplôme. Et ce diplôme, après, va servir à différencier les métiers, l'accès à tel ou tel métier. Et cette part-là, elle reste profondément inégalitaire. Mais elle est moins inégalitaire aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 20 ou 30 ans. La grande question qu'on a dans les démocraties contemporaines, c'est comment on arrive à dépasser ce plafond de verre qui fait qu'on est arrivé à un moment où on n'arrive plus à améliorer cette lutte contre les inégalités. On est dans des sociétés qui sont nettement moins inégales qu'il y a 30 ou 40 ans lorsque l'école était réservée à une élite, mais on n'arrive plus à améliorer ce système-là. Et donc ça, c'est une vraie question qui se pose pour nous tous et pour nous toutes. Le deuxième point sur cet aspect-là, qui est lié à la crise Covid, c'est le discours que l'on a sur le numérique et le fait que l'on va pouvoir faire de l'école à distance ou de l'école par le numérique et que le numérique devienne l'outil presque magique qui va nous permettre de résoudre tous les problèmes de l'école, y compris financiers. Ça, c'est une très, très grosse question parce qu'il y a un mythe autour de ça qui est extrêmement fort, qui en plus est alimenté par un espèce de fantasme technologique, un petit peu comme s'il suffisait d'avoir une bonne visioconférence pour faire cours correctement à des élèves. Il y a évidemment derrière tout ça des enjeux financiers énormes, que ce soit par le développement de plateformes technologiques ou par le fait que c'est un moyen d'économie qui est absolument faramineux. Il faut être très clair sur ce point-là. Sur ça, je ne crois absolument pas
qu'il puisse y avoir une école numérique. C'est pas vrai. Et toutes les recherches sur la question montrent quoi? Elles montrent que le numérique est une ressource qui peut être intéressante, mais si elle est utilisée exclusivement, c'est une ressource qui sert aux élèves qui sont déjà les plus avancés scolairement. En d'autres termes, par le numérique, on fait réussir les bons élèves, mais on ne fait pas réussir les autres. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas réussir les autres? Parce que le développement d'apprentissage nécessite la construction d'une relation éducative, nécessite un accompagnement curriculaire, didactique, nécessite de créer les conditions d'apprentissage, et on sait bien que d'un enfant à l'autre, d'une maison à l'autre, d'un quartier à l'autre, les différences sont énormes, et c'est ça la force d'une institution qu'est l'école. La force d'une institution, c'est de réussir à créer du commun là où il n'y en a pas. Et cette idée-là du numérique fait que on rêve d'une école simple. Mais il y a un adage français qui dit à toute solution, à tout problème compliqué, il y a une solution simple. Et c'est bien souvent la plus mauvaise. Je crois que sur le numérique, on est exactement là-dessus. C'est-à-dire cette idée que maintenant que tout le monde a vu Zoom ou a utilisé une plateforme, on va pouvoir faire l'école comme ça. C'est une illusion totale. Super, Benjamin, super. Je crois que, mais là, bon, ok, je suis complètement d'accord avec toi. Tu as touché là un point, mais je voulais, nous, en ce moment, nous vivons un impasse énorme parce que vu le manque de politique de contrôle sanitaire, on risque de rester dans cette situation des écoles et des universités fermées. Il y a une pression énorme pour l'ouverture des écoles en ce moment. L'université publique, UFRJ, elle est complètement là-dedans. Elle est contraire à cette ouverture précoce parce qu'effectivement, on est dans la montée énorme. La science nous dit que c'est complètement aberrant de retourner une vie d'école normale. Donc, ça a été décidé qu'à partir d'août, on va réouvrir les activités, comme on appelle ici, activités remotes. C'est pas l'enseignement à distance parce qu'il y a des différences importantes là-dedans, mais on vit en ce moment justement ce débat entre les rôles du numérique. C'est exactement ça. Il y a pour quelques-uns, c'est la solution miracle, c'est la panacée pour tout le mal, et pour d'autres, c'est effectivement la fin de l'école, la fin de l'université publique. On est vraiment dans cette tension. Et là-dedans, on doit agir quelque part. Il y a un discours qui me paraît intéressant, mais aussi dangereux, de dire, mais s'il faut faire quelque chose, c'est quelque chose, en ce moment, il faut qu'elle soit faite par le numérique, parce qu'on n'a pas d'autres moyens. Et l'idée un peu de maintenir le lien, il faut maintenir les liens, il faut maintenir les liens. Donc, d'autre part, il y a aussi les problèmes de certificats, comme tu dis, les problèmes de certification. Les élèves sont dans des niveaux terminaux, à l'université sont en train de conclure leurs cours. Donc, on est vraiment dans ces dilemmes-là. De plus en plus, on doit ici trouver un équilibre entre réinventer cette école ou cette université, et je voudrais là centrer sur ça, surtout on parle de formation d'enseignants, cette articulation entre université et école par le numérique. Je ne sais pas, par exemple, si l'ESP, parce que vous avez eu un temps relativement court par rapport à l'autre. On a 2020, un tiers qui va être comme ça. Comment on peut justement réinventer, utiliser ces recours, que je suis d'accord, ce n'est pas plus qu'un recours, mais en même temps garantir cette idée d'institution et cette idée que tu as menée, que je trouve géniale de plus en plus, je pense, qu'il faut l'exploiter pour penser l'école, la construction d'un commun, comme dit Pierre Daval, je crois, un commun, que ce ne soit pas un principe, que ce soit pas une appartenance, hein, mais c'est un principe politique d'un commun, en milieu de la différence. Et donc, moi, là, pour le niveau de formation d'enseignants, à la fois, on veut arriver, par exemple, pour les stages, c'est une question. Là, pour nous, c'est comment vous avez fait ça, si vous avez pensé, si vous avez trouvé une alternative, par exemple, pour penser ce moment de la formation d'enseignants, vous avez la formation, comment vous appelez ça, par alternance. Il y a des moments que les profs vont à l'école, quand ils ne pouvaient pas aller, quelles étaient les implications pour la formation. Si vous pouvez tu peux parler un peu sur ça, sur ce sujet-là, parce que pour nous, on est en train de casser le cerveau pour trouver des solutions. Je ne sais pas si vous avez vécu ça.
de trouver des solutions au niveau de la formation Alors, des enseignants. on a vécu ça, mais je ne te dirais pas qu'on a trouvé des solutions. C'est-à-dire qu'on bricole, on cherche, on expérimente, mais je n'ai surtout pas la prétention de dire qu'on a trouvé des solutions. Et nous aussi, il y a des débats assez forts sur ces questions-là. Moi, je ne suis surtout pas partisan de dire qu'il ne faut rien de numérique. Au contraire, je pense que le numérique peut être une chance et peut être un outil qui est tout à fait intéressant de développer. Là où, en revanche, je pense qu'il peut y avoir danger, c'est si on considère qu'à terme, le numérique devient la panacée, comme tu l'as dit, et la meilleure manière d'intervenir. Non, sûrement pas. Sur l'après-crise, il y a sans doute un enjeu à développer. Nous, en tout cas, à l'INSPE de Versailles, on travaille là-dessus, à développer l'enseignement hybride, c'est-à-dire un enseignement qui puisse à la fois articuler des cours en présentiel et articuler des cours à distance et collaboratifs. Sur la formation des enseignants, le numérique est très intéressant pour une chose, c'est pour travailler collectivement. Ça, on l'oublie souvent, c'est-à-dire que là aussi, les recherches sont claires. Les ressources que l'on peut avoir pour travailler sur le numérique dans la formation, là où c'est très intéressant, c'est pour développer les travaux de groupe, les échanges de compétences, les échanges de ressources. Sur ça, les outils numériques sont vraiment extrêmement intéressants, extrêmement fins. Donc ça, on va essayer, nous, d'aller vers cela et vers le développement dans nos modules de certaines parts qui vont être des parts de travail collectif, mais inscrits dans les emplois du temps pour que le distanciel puisse malgré tout être inscrit dans un temps et dans une forme universitaire. Ça, je crois que c'est tout à fait important dans la manière avec laquelle on conçoit l'enseignement hybride et à terme aussi la manière avec laquelle ça fait le lien avec une institutionnalisation de cet enseignement-là. Ce n'est pas la même chose que des MOOC qui vont être des cours accessibles et puis chacun y vient, prend ce qu'il veut prendre et puis repart. Et puis voilà. Ça, alors ce qu'on appelle les MOOC, M-O-O-C, des cours qui sont en ligne, disponibles, mais c'est que du contenu en fait. Chacun va venir prendre du contenu, va ensuite passer une certification, il l'a ou il ne l'a pas, et puis c'est tout. Il n'y a pas d'accompagnement pédagogique. Ça, je pense que c'est une illusion et que ça va très bien pour des gens qui sont déjà très aiguisés scolairement. Dans une formation professionnelle, quand on apprend un métier, on a besoin d'être confronté à des formateurs, d'être confronté à des futurs collègues qui sont d'autres étudiants, etc. C'est indispensable. Pourquoi? Parce que tout n'est pas soluble dans des contenus purs. C'est pas vrai. On est dans de l'élaboration. À partir du moment où on est dans de l'élaboration, alors le seul contenu ne peut pas suffire. Il est nécessaire de se confronter à des collectifs, à des enseignants, à des formateurs. Donc, le contenu hybride, il doit peut-être, et nous, c'est ce qu'on essaye de faire chez nous, permettre de lier à la fois des impératifs de développement et d'acquisition de ce que peut permettre le numérique, mais finalement, le numérique, on le prépare avant en présentiel. On le prépare sur des moments où on se retrouve. Alors, en demi-groupe, nous, par exemple, pour la rentrée, avec la crise, on prévoit des demi-groupes de TD. On n'a plus des grandes classes de 25 ou de 30, on va passer à 15 maximum. Présentiel. Donc, ça veut dire qu'on est en présentiel, dans des demi-groupes de présentiel et que le reste est complété par du distanciel. Il ne faut pas que les étudiants perdent ça. Donc, ça veut dire que pendant le présentiel, on va préparer ce qu'on va faire à distance. Mais quand on fait à distance, ils savent qu'après, on va se retrouver en présentiel. Donc, on est beaucoup sur cette logique-là et ça suscite des débats très forts au sein des formateurs. Certains formateurs ont le sentiment, donc des formateurs d'enseignants, ont le sentiment qu'on est en train de détruire leur métier. Et que, finalement, si on laisse l'hybride rentrer, tout va devenir ceux qui disent tout ne peut pas être fait via le numérique, mais il est intéressant de travailler sur certains modules à des dispositifs hybrides qui doivent permettre d'accompagner les étudiants et de développer des ressources. Super. Justement, sur ça, je suis tout à fait d'accord. Et ce type de rapport, je ne sais pas comment en France, mais qui étudie l'idée de travailler dans les collectifs, le formateur, les futurs collègues,
ça, c'est quoi que c'est effectivement, je dirais même que peut-être le numérique, les digital peut intensifier cet échange parce que comme c'est présentiel, il y a toujours d'autres difficultés, même au niveau de déplacement ici, par exemple, des horaires qui facilitent, je pense, au lieu de... Mais la question est, l'accompagnement, je crois que les problèmes se posent surtout dans le processus de formation, ici au Brésil, je crois que aussi chez vous, Master 1, Master 2, Master, comment vous allez, les premières années, les deuxième année de la formation de prof, Oui. il y a un accompagnement sur classe. Et ici, Oui, qu'est-ce que tout à les fait. métiers disent? C'est que les politiques publiques, de la façon qu'elle était faite, si on va avec un prof suivre leurs cours numériques, on est en train de, quelque part, consolider une pratique de fragilisation, de déstabilisation, parce que c'est vrai que c'est justement comme on a dit, ça révèle, c'est renforcer une inégalité parce qu'on sait que ces cours, malgré la qualité qu'il puisse y avoir, il n'est pas pour tous. Donc, si nous, du côté de l'université publique, on continue à faire l'information en suivant des cours donnés par les profs, par les instituts, par les profs du lycée. Et de cette façon-là, politiquement, c'est compliqué. Donc, Oui. la question est, comme j'essaye, en essayant ici aussi avec des débats énormes, je pense que tu as touché un point qui pour moi c'est essentiel. La question peut-être, c'est ne pas réactualiser les débats, parce que là, c'est théorie pratique, ça vient tout le temps. La pratique, on ne peut pas faire virtuellement, on ne peut pas faire numériquement. Et donc, un débat qui, des années, on essaie de combattre, que c'est cette dichotomisation théorie-pratique, il revient aujourd'hui comme s'il n'avait jamais été combattu. Parce que la pratique, tout en coup, former prof, c'est justement seulement l'apprentissage de contenu dans la salle. Donc, moi, je pense que la question peut-être, il y a un mot que tu as dit tout au départ, c'est investir dans la dimension de professionnalisation du métier de prof et quelles sont les dimensions de la professionnalisation d'enseignants qu'on peut profiter d'exploiter avec plus de qualité peut-être avec les numériques. Je pense que pour sortir de cette... Qu'est-ce que tu en penses de ça? De sortir de cette dichotomie théorie-pratique, en effet. Je sais qu'il y a des choses, comme tu as dit, on ne va pas pouvoir récupérer ni remplacer par les numériques. Je pense l'idée du bride aussi, parce qu'on ne sait pas, mais l'incertain de l'école d'après, on n'a aucune idée ici au Brésil surtout, parce que vous voyez déjà à la fin peut-être la lumière à la fin du tunnel, mais nous, on est en plein tunnel sans aucune perspective. Donc, les numériques, il devient très fort, beaucoup plus fort peut-être que vous pensez déjà, vous pouvez penser à une façon hybride ici. Il n'y a pas la possibilité en ce moment d'hybride. Nous, peut-être qu'une piste, c'est des choses qu'on a faites, nous, au deuxième semestre, on a dû annuler les stages. C'est-à-dire que les stages n'ont pas pu avoir lieu parce que les écoles étaient fermées. On a compensé ces stages pour un certain nombre d'étudiants en travaillant justement collectivement en groupe d'étudiants sur la préparation, par exemple, de séquences de classe, pas pour le jour J, mais pour plus tard, pour rentrer sur comment est-ce qu'on prépare une séquence, sur quelle thématique, comment on confronte des ressources entre les uns et les autres sur ces thématiques et sur ces objets-là. Ça, c'est quelque chose qui est qui a été extrêmement apprécié par les étudiants. C'est dire aussi prendre le temps d'avoir des choses qui habituellement sont faites sans doute trop vite. Un autre exemple, c'est l'analyse de pratique. Les étudiants ont eu des pratiques et on est revenu sur des expériences de leurs pratiques qu'ils avaient pu avoir auparavant. Ça, ce sont des ressources qui nous ont permis finalement de prendre le temps un peu plus que ce qu'on fait habituellement en étant toujours dans l'urgence pour approfondir et développer. Je pense que ça, c'est une vraie question sur la manière avec laquelle on arrive à faire de ce moment-là une opportunité, non pas pour tout changer, mais plutôt pour reprendre le temps de faire des choses que l'on fait trop vite habituellement. Exactement. Moi, je ne crois pas qu'on va radicalement changer la manière de faire. Ce n'est pas ça l'enjeu. C'est plutôt se dire où est-ce qu'habituellement on n'a pas assez de temps
et où là, techniquement, on peut prendre le temps de faire et on n'est pas dans le face-à-face pédagogique, et c'est une vraie limite, mais on a des ressources que l'on peut exploiter. Et dans ce sens-là, tu ne penses pas qu'on pourrait aussi exploiter les rôles du prof dans ce processus de formation, du prof, je dis, de l'école, du lycée? Parce qu'il y a une tension ici au Brésil, très fort, et le peu que, bon, ce que j'ai pu voir un peu en France aussi, c'est la place, l'importance attribuée au futur collègue, celui-là qui est sûr, qui est le maître des classes, parce qu'il y a le professeur de l'université, d'SP, il est prof qui est devant sa classe, et donc l'enseignant en formation, il est entre ces deux, l'université et l'école, et c'est des sujets qui occupent des positions différentes et hiérarchiques. Hein? Donc, peut-être aussi, dans ces moments, est-ce qu'on ne pourrait pas profiter aussi pour exploiter un peu l'horizontalité, à mon avis envisageable, de la place de ces sujets formateurs et les profs de l'université, l'ESP et les profs de l'école dans la formation de ces futurs enseignants? Il faudrait que tu répètes, Carmen. Attends, 2 secondes, je vais brancher parce que je me demande si ce n'est pas pour ça que je t'entends. D'accord. Voilà, excuse-moi. Ouais, ça va mieux, je t'entends un peu mieux. Non, je reprends. Continuant ce que tu parlais, c'est qu'on peut exploiter, c'est qu'on peut faire mieux, ou qu'on ne faisait pas assez, ou qu'on ne faisait pas de forme satisfaisante. Je pense que dans ces ensembles de choses, il y a aussi une place à trouver, une place, je dirais, de légitimité, de légitimation dans les processus de formation de profs de l'école. C'est-à-dire les profs, si l'école est aussi un lieu de formation, les sujets qui travaillent sont aussi considérés des formateurs. Ça, c'est un peu aussi qu'on essaie de travailler ici. Et ça, c'est un grand défi pour nous de justement articuler les sujets de l'école comme formateurs et les sujets des universités comme formateurs, et puis les mettre en dialogue d'une façon horizontale, je veux dire, chacun avec des connaissances, des compétences, des savoirs différents, mais complémentaires. Et ça, c'est très difficile pour plusieurs des conditions très pratiques, juste des conditions, je dis, symboliques d'un système de hiérarchisation du savoir. Est-ce que tu es d'accord avec moi sur ce point? Que ça, c'est pour les numériques, peut-être j'extrapole un peu, mais le numérique ne pourrait pas être un outil pour justement faire travailler cette hiérarchie de savoir, justement pour mettre plus en collectif tous ces sujets, et sur un écran comme ça, qu'il a tout le monde. C'est clair que ça ne change pas une mentalité, une culture universitaire beaucoup de fois très, je dirais, très sûre d'elle, très sûre de son savoir. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense qu'il y a peut-être des opportunités par rapport à ça, mais qu'elles s'inscrivent finalement. Je partage ta préoccupation sur l'horizontalité. Je crois que cet enjeu-là est un enjeu fort. Nous, en France, on a aussi cette ambition, mais pour l'instant, on la porte avec beaucoup d'arrogance, comme on sait faire. On n'y arrive pas. Il faut être très clair. C'est-à-dire qu'on ne parvient pas à ne pas glisser, prend sur le terrain, et ce que l'on apprend à l'université. Oui, l'université va à l'école. L'université va à l'école. Et cette expression. Et la difficulté, peut-être, et une manière pour travailler la question, pas pour la résoudre, mais pour la travailler, c'est sans doute d'aller vers une appropriation plus forte par les terrains et une implication sans doute dans des dispositifs de recherche. Et ça, moi, j'y crois beaucoup. C'est-à-dire le fait qu'on arrive à mieux lier le terrain avec des expérimentations et des travaux de recherche, un petit peu sur le principe des écoles d'application, c'est-à-dire des écoles où il y a des gens sur le terrain qui sont des enseignants, et d'abord et avant tout des enseignants,
mais qui travaillent avec des chercheurs qui connaissent un petit peu la manière avec laquelle la recherche travaille, et inversement, qui obligent les chercheurs à aller sur le terrain de manière un peu plus fine et un peu plus élaborée. Et ça, je pense que ça, c'est une piste importante à la fois pour affirmer la recherche comme espace de travail et de formation, mais aussi pour développer des éléments qui ne cassent pas la hiérarchisation, parce que je crois qu'elle est très très difficile à casser, cette hiérarchisation, mais au moins permettre une articulation. Le numérique dans tout ça, est-ce qu'il est une occasion pour le faire? Peut-être. Nous, on n'a pas joué cette carte-là en France, enfin en tout cas sur l'INSPE de Versailles. On a été plutôt sur des collaborations, et c'est une limite liée à des dispositifs universitaires. On a peu travaillé la balance du terrain. Parce qu'il y avait, comme tu le dis, une coupure en fait assez forte entre le terrain et ensuite ce qui peut se faire à l'université en fait. Si j'ai bien compris, quand tu parles de la dispositif de recherche, c'est-à-dire trouver un sujet dans ces processus de formation qui pourrait faire ces liens. Tu parles des écoles d'application. Pour être très concret, voilà, pour être très concret, on a des étudiants qui vont travailler avec les enseignants chevronnés de leur école sur, par exemple, le développement de certaines méthodes d'apprentissage de la lecture et mesurer les effets de cet apprentissage de la lecture en lien avec des chercheurs de l'INSPE. Mais les deux vont le faire, c'est-à-dire que les enseignants formés et ceux qui sont déjà en place. Et du coup, ça permet de mieux lier les différents niveaux. Mais ce n'est pas la panacée, c'est une manière d'essayer de réduire un peu cette distance. Chez nous, dans les complexes de formation, donc on essaye de... C'est très difficile d'abord parce qu'on a cette idée d'école d'application. FRJ a son école d'application. On a un collège qui s'appelle le Collège d'application de FRJ. Ce n'est pas seulement FRJ, les universités publiques, ils ont son collège de formation. Donc, en thèse, les profs qui sont en train d'être formés dans ces universités peuvent faire leur stage là. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas accès, avec la démocratisation de l'enseignement aussi des universités, il y a un nombre, la demande, la possibilité d'absorption de ces écoles. Un, c'est pas assez. Et d'autres, c'est qu'on estime aussi que les écoles d'application, les profs, par exemple, ils sont formateurs. Ils ont dans sa charge d'horaire, dans son salaire, inclus une partie de leur formation. Et ça marche très bien en général. C'est vrai que ce sont des écoles, effectivement, des formations où notre futur prof est absorbé, il participe des pratiques quotidiennes, et ce n'est pas seulement les contenus, parce que c'est ça, il rentre dans une culture scolaire. Mais proportionnellement, il a je pense qu'il a des problèmes. Et aujourd'hui, avec la FRJ, avec les CAP, donc le collège d'application, on essaie justement de trouver des articulations qui abarquent aussi, qui englobent aussi, si on veut, les écoles publiques, parce que là, il y a un autre problème. Ces profs, ils ne sont pas seulement payés, mais ils ne sont pas non plus formés pour recevoir et quand ils font parce qu'ils sont engagés, parce qu'ils veulent vraiment contribuer dans la formation, mais ils n'ont pas un salaire pour ça, ils ne gagnent pas pour ça. Donc, en même temps, il y a tout un univers de questions d'institutionnalisation de cette pratique. Il y a un complexe formation essaie justement de ne pas toucher un prof, mais de toucher l'école. Donc, l'idée, c'est faire de l'école un lieu aussi de formation. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a une expression qui dit que les politiques publiques, elles ne donnent pas beaucoup d'attention à ces profs. En effet, où elles font des politiques avec les universités, où elles font avec les écoles. Mais les profs, ces sujets qui est au front, là, devant les fronts, il est souvent oublié. C'est les lieux de mort qu'il occupe dans les triangles de la formation. Et ça, on essaye de... Et à ce moment, c'est intéressant qu'on essaye de toucher ces profs-là, d'arriver jusqu'à lui. Le numérique nous permet de pouvoir peut-être accéder. Et justement,
faire que nos élèves puissent avoir des contacts directs avec ces profs, de les entendre, d'échanger de dialogue, de aussi parler de leurs pratiques, parce que ce n'est pas seulement une pratique modèle que l'université pourrait, mais leurs pratiques sur terrain, leurs angoisses, et ça on essaie de... Mais ça, à mon avis, pour la réflexion là qu'on est en train d'entamer, c'est un enjeu très compliqué, la place de l'école comme espace formateur, qui c'est l'espace d'actuation professionnelle. Hein. Chez vous, c'est un peu différent parce qu'aux deuxième année, ils sont déjà professionnels. Vos élèves touchent déjà un salaire pratiquement. Hein. Ici, ce n'est pas le cas, donc c'est aussi d'autres données. Mais bon, je ne vais pas... je crois qu'on pourrait continuer ces discussions-là une fois que je serai sur place, Benjamin, parce que j'ai déjà vu que c'est l'intérêt. Donc, moi, c'est que, juste pour qu'on puisse conclure, comment tu pourrais, d'un peu de mots, donc, tu as parlé un peu déjà dans d'autres entretiens que tu as donné, mais j'ai beaucoup aimé cette expression, que je ne sais pas si c'était l'école d'après. Hein? On parle beaucoup de l'école sous menace, l'école d'aujourd'hui, l'école réinventée, mais c'est la première fois que j'ai entendu, là, c'est en lisant ton entretien, au café pédagogique, si je ne me trompe pas, non? Oui. Et donc, il avait le titre l'école d'après. Est-ce qu'on peut encore envisager dans cette école d'après, hein, une école justement, qu'on parle démocratique, laïque et républicaine, mais que surtout, et je crois que tu as déjà touché ça, qui puisse être un lieu de construction d'un commun, qui puisse être un lieu où le monde public soit présenté aux générations, aux futures générations. Parce que je pense que c'est ça les grands enjeux d'une école dans un espace démocratique, c'est-à-dire les mondes publics présentés, je vais dire, avec toutes ces tensions, ces contradictions, mais c'est ce qu'on appelle du public, que ce ne soit pas un, parce qu'ici, on a une tendance à trouver les idées des home school, il y a plein d'idées bizarres qui commencent à retourner. Mais comment on peut, dans l'école d'après, ou plutôt reformuler, qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire dans le présent, peut-être c'est ça la question, pour qu'on puisse garantir, si on peut utiliser ces verbes, que dans cette école d'après, qui ça commence à se construire aujourd'hui, cet élément-là, les comment puissent être garantis, puissent être renforcés même. Hein, il me semble d'abord qu'il faut être lucide sur le fait que c'est un combat. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, dans aucune démocratie, ne peut être gagné d'avance. Ce que tu évoques autour du homeschooling, c'est quelque chose qui monte aussi en France de manière très régulière. Il y a de plus en plus de familles qui font l'école à la maison et peut-être que l'épisode que l'on a vécu va renforcer ça. Aujourd'hui, on ne peut pas le dire, on n'a pas de données pour le dire, mais on peut faire l'hypothèse que peut-être que ça va porter ça. Le deuxième point, c'est le renforcement, même si en France c'est beaucoup moins qu'au Brésil, de l'offre privée marchande et finalement d'une forme de dévoiement du savoir vers une marchandisation. Qui pose des vraies contraintes. C'est pour ça que je crois qu'il faut vraiment ramener l'école et qu'on a un enjeu de formation qui est essentiel là-dessus, sur les valeurs démocratiques qu'elle porte et la manière avec laquelle ces fonctions sociales sont celles qui sont indispensables à la démocratie. Ça, moi, je crois qu'on ne forme pas assez nos futurs enseignants sur cette question-là. On a trop de formation instrumentale sur des choses qui sont essentielles, évidemment, sur la manière de faire la classe, sur comment on monte une séquence pédagogique, comment on accompagne les élèves dans les apprentissages. C'est essentiel et il ne s'agit surtout pas de dire que ces enjeux didactiques ne sont pas importants, ils sont centraux. Mais en revanche, le sens du métier, et on voit bien à l'international d'ailleurs que le métier d'enseignant est un métier qui perd de son sens. Mais quand on met ça en parallèle avec le fait que dans les formations, on a de moins en moins de socialisation professionnelle, de plus en plus d'outillage technique et voire technologique, on peut peut-être faire ce rapprochement-là, c'est-à-dire considérer qu'il est essentiel de problématiser ce qu'est l'école aujourd'hui pour que les enseignants comprennent quel est leur rôle dans les sociétés démocratiques. Sans école, il n'y a pas de démocratie. Et il n'y a pas de démocratie sans école. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qui est absolument indispensable de porter, non pas seulement du point de vue théorique, mais bien comme un cap à fixer, à partager dans ce qui fait sens dans le métier d'enseignant. Être enseignant, c'est porter la République pour nous. Chez nous, il y a ce côté-là, il y a un ancrage qui est très fort.
Et les ça se hussards, hein? Tu redécline. parlais des hussards, ce sont les hussards. Voilà, les hussards, les nouveaux hussards de la République. Et je crois que ça, c'est pas quelque chose qui est désuet ou obsolète. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut, y compris les chercheurs, continuent de porter et disent pourquoi c'est pas obsolète et c'est pas désuet. Pourquoi ce sont des sujets très actuels. Pourquoi ce sont des combats qui ne sont jamais gagnés. Et ça, je crois qu'on a un certain nombre de chercheurs qui ont beaucoup écrit sur ces aspects-là. Je pense aux travaux de François Dubay qui, pour moi, sont indispensables autour de François Dubay. Oui. Autour de ces questions entre démocratie et école, ou ceux de Derouet sur la justice sociale à l'école, par exemple. Mais c'est un ancrage qu'il faut porter haut dans nos formations. Et je crois qu'elles sont souvent des variables d'ajustement, là où elles doivent constituer plutôt un arrière-plan qui permette d'accompagner les futurs enseignants dans la construction du sens de leur action. Super. Bon, je crois qu'on va... C'était super. Je crois que une fois traduit, qu'on va traduire, je crois que ça va donner une contribution énorme dans nos réflexions ici. Et ça nous conforte un peu parce que quelles questions que tu as portées sur le contexte national français, en effet, c'est pas très différent du nôtre, donc on n'est pas, sur nous peut-être tout ça, ça montre tu dois sortir là, et j'ai un couple après, c'est pas grave. Tu think ça y est? Non, c'est que j'ai mon fils qui fait ses, attends, j'enlève l'arrière-plan, j'enlève l'arrière-plan. D'accord, je vais. Il va te voir. Salut. Voilà. Bonjour. C'est Raphaël. Ça va, Raphaël? Hop. Ça, c'est Laïla. Tu vois, parce qu'elle se demande ce que je fabrique. Bonjour. Ça, c'est Louise. Bonjour. Voilà. Bonjour. Ça, c'est mon amie Carmen. Et maintenant, vous me laissez tranquille. Hop, allez, j'arrive. Je vais vous laisser papa tout de suite. Tout de suite, je vais vous laisser avec votre papa. Ils sont grands déjà, les premiers, hein? Ah, le premier, 12 ans et demi. Purée, combien de temps passe? 10 ans et 3 ans. Bon, je vais juste après, je vais reprendre un truc pour fermer et après on coupe pour ça. Bon, je te remercie énormément pour cet entretien et je pense que ça va être extrêmement important. Il va contribuer énormément pour nos réflexions ici au Brésil. Et je pense qu'il faut absolument que France et Brésil dialoguent plus parce qu'on a des différences, mais des convergences aussi très fortes. Et donc, voilà, à une prochaine. Je te remercie énormément. Jamais, si tu veux. Merci à vous, c'était un plaisir. J'étais très contente de contribuer et je sais que ces échanges-là sont essentiels.